Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de Dev by Apprendre.co. Je m'appelle Julien et je suis ravi de vous retrouver. Dans le dernier épisode, on a parlé de l'IA qui nous aide à coder plus vite. Mais coder plus vite, ça veut aussi dire qu'on peut introduire des failles plus vite si on ne fait pas attention. Aujourd'hui, on va donc regarder au-delà des lignes de code pour s'intéresser à trois piliers qui soutiennent tout l'édifice du développement moderne. La sécurité, nos outils et finalement l'humain derrière le clavier. Comment travailler plus sereinement et plus efficacement? C'est le programme du jour, alors c'est parti pour un nouveau shot de Carnet de Dev. On commence avec la cybersécurité. Je me souviens d'un projet il y a quelques années où la sécurité, c'était un audit qui arrivait une semaine avant la mise en production. Un énorme fichier Excel avec des centaines de lignes en rouge. C'était l'enfer. Des nuits blanches, du stress et des corrections à faire dans l'urgence sur du code qu'on n'avait pas touché depuis des mois. Heureusement, aujourd'hui, on a une approche bien plus saine, le DevSecOps. L'idée est simple, intégrer la sécurité à chaque étape. Pourquoi ? Parce que corriger une faille de sécurité une fois qu'elle est en production coûte jusqu'à 100 fois plus cher que de la corriger au moment où on l'écrit. C'est une question de bon sens et d'économie. Alors, concrètement, ça veut dire quoi pour nous les devs ? Premièrement, on s'outille intelligemment. Il ne s'agit pas d'ajouter des processus lourds, mais d'intégrer des aides à notre quotidien. L'analyseur de dépendance, c'est un point de départ. Des outils comme Sync ou la commande Composer Audit sont comme des antivirus pour notre code. Quand vous installez une librairie, il la compare à une base de données de vulnérabilité connue. Si la version que vous utilisez a une faille, ils vous le disent immédiatement. Mieux encore, Dependabot sur GitHub peut même vous créer des pull requests automatiquement pour mettre à jour votre code. C'est un gain de temps et de sécurité énorme. L'analyse de code statique. Un outil comme SonarCube va lire votre code sans l'exécuter et chercher des schémas de code dangereux. Par exemple, en PHP, si vous appelez la variable get sans aucune protection, il va immédiatement lever une alerte pour une faille potentielle, XSS. Il vous dira « Attention, cette variable vient de l'utilisateur. Elle n'est pas échappée. Un attaquant pourrait y injecter du code malveillant. » C'est comme un collègue senior qui relit votre code en permanence. L'analyse d'infrastructure. Avec l'infrastructure as a code et les outils comme Terraform, on décrit nos serveurs dans des fichiers. C'est génial pour l'automatisation, mais on peut aussi y faire des erreurs. Un outil comme Checkov va analyser ces fichiers pour s'assurer qu'on n'a pas laissé un port de base de données ouvert à tout Internet ou qu'un compartiment de stockage, S3, n'est pas publiquement accessible par erreur. Deuxièmement, la gestion des secrets. C'est un point crucial. En 2025, on ne devrait plus jamais voir une clé API ou un mot de passe en clair dans un fichier ENV ou dans le code qui est commité sur Git. C'est la première chose que les hackers cherchent. La solution ? Utiliser des coffres-forts numériques, des outils comme HashiCorp, Vault ou simplement des fonctionnalités intégrées à votre framework, comme le composant Secrets de Symfony, permet de stocker ces informations sensibles de manière chiffrée. Le développeur y a accès en local, mais sur les serveurs de production, c'est le système qui déchiffre les secrets au dernier moment. C'est une protection indispensable. Mon conseil pratique pour commencer ? Activez Dependabot sur vos dépôts GitHub. C'est gratuit, ça prend 2 clics et c'est le premier pas le plus simple et le plus efficace vers la DevSecOps. Passons à un autre sujet qui a beaucoup fait parler, le low-code et le no-code. Imaginez le service marketing qui vous demande pour la 10e fois un petit outil pour extraire des données et générer un rapport. C'est une tâche qui prend du temps.
qui n'est pas très excitante pour nous et qui les bloque. C'est là que le low-code, no-code entre en jeu. Pour bien comprendre, j'aime bien l'analogie des Lego. Le no-code, c'est comme Bubble ou Airtable. C'est des Lego du flou. De grosses briques faciles à assembler pour tout le monde, mais avec des possibilités limitées. Le low-code, c'est comme Retools ou Microsoft Power Apps. C'est comme les Lego techniques. On peut toujours assembler des briques, mais on peut aussi ajouter des moteurs, des engrenages, bref, notre propre code. JavaScript, requêtes SQL, tout pour des logiques plus complexes. Prenons le cas d'usage concret, ce fameux tableau de bord pour le marketing. En tant que dev, notre travail, c'est de créer le point API sécurisé, qui va renvoyer les données nécessaires au format JSON. On s'assure que seul un utilisateur authentifié peut y accéder. Le travail du marketing, il se connecte à un outil comme Retools. Ils créent une nouvelle application, ils ajoutent un composant tableau, le connectent à notre point API, ajoutent un sélecteur de date pour filtrer et un bouton exporter en CSV. En 1 heure, leur outil est prêt sans que nous ayons eu à écrire une seule ligne de code front-end. Alors, est-ce une menace? Non, c'est une opportunité. Notre rôle évolue. On devient des fournisseurs de briques Lego. On construit des API solides, sécurisées et bien documentées. Ensuite, les équipes métiers, avec les outils no-code, vont pouvoir consommer ces API pour construire leurs propres interfaces. On ne construit plus la maison en entière. On fabrique les meilleures briques possibles. Attention, ce n'est pas magique. Il y a des risques, comme le Shadow IT. Des apps créées sans supervision qui peuvent devenir critiques puis tomber en panne. Ou la dépendance à une plateforme. Mais utilisé intelligemment, c'est un formidable levier de productivité qui nous libère pour nous consacrer sur les problèmes techniques complexes. Là où est notre vraie valeur ajoutée. Pour finir, parlons de nous. La Developer Experience, l'ADX. C'est un peu comme l'ergonomie d'un poste de travail pour un artisan. Si ces outils sont mal rangés, rouillés, et qu'il perd 10 minutes à chaque fois qu'il cherche un tournevis, il va être lent, frustré, et son travail sera de moins bonne qualité. Pour nous, c'est pareil. Nos outils, c'est notre IDE, nos processus, notre documentation. Une bonne DX repose sur plusieurs piliers concrets. L'onboarding. Quand un nouveau développeur arrive, peut-il lancer le projet en 30 minutes avec une seule commande? Ou passe-t-il 3 jours à se battre avec un README qui n'est plus à jour et des dépendances qui ne s'installent pas? Des outils comme Docker et surtout les dev conteneurs dans VS Code ont révolutionné ça. Un dev conteneur, c'est une configuration prête à l'emploi. Vous ouvrez le projet et VS Code lance automatiquement un conteneur avec la bonne version de PHP, Composer, Xdebug et toutes les extensions nécessaires. Fini le « ça marche sur ma machine ». Les boucles de feedback rapides. Quand je sauvegarde un fichier, est-ce que mes tests se lancent automatiquement et rapidement? Est-ce que je vois le résultat dans mon navigateur en moins d'1 seconde? Chaque seconde d'attente est une interruption du flow, cet état de concentration intense où l'on est le plus productif. Des outils de build rapides comme Vite pour le front-end ou des frameworks de tests comme Pest en PHP sont conçus pour ça. La documentation, pas seulement la doc pour l'utilisateur final, mais la doc pour nous, une documentation d'API claire avec des exemples qu'on peut tester en un clic. Des outils comme Postman ou la spécification OpenAPI, Swagger, sont essentiels ici. Fini de devoir lire du code source d'un collègue pour comprendre comment fonctionne son API. Le déploiement? Déployer en production devrait être un non-événement, un simple git push sur la branche principale. Si déployer vous donne des sueurs froides, c'est qu'il y a un problème de DX. L'intégration et le déploiement continu automatisent tout, les tests, la construction de l'application et sa mise en ligne. Pour adresser tout ça, de plus en plus d'entreprises mettent en place des Internal Developer Platform. Imaginez, un portail web interne,
où vous pouvez cliquer sur un bouton « Créer un nouveau microservice » et ça vous provisionne automatiquement le dépôt Git avec le bon template, la pipeline CI/CD, les accès. C'est ce que font des outils comme Backstage de Spotify. Au final, une bonne DX, c'est simple. C'est enlever toutes les frictions qui nous empêchent de faire ce qu'on aime, c'est-à-dire coder et résoudre des problèmes. Pour refermer ce chapitre de notre carnet, le message est clair. Notre métier de développeur a dépassé les simples lignes de code. En intégrant la sécurité dès le départ avec le DevSecOps, en utilisant intelligemment les outils low-code pour nous concentrer sur la vraie complexité, et en soignant notre environnement de travail avec une bonne développeur expérience, nous devenons des professionnels plus complets et plus efficaces. Ce sont ces compétences, au-delà du code, qui créent de la valeur et qui rendent notre quotidien plus agréable. C'est tout pour aujourd'hui. Dans Carnet de Dev by Apprendre.co, on a effleuré le sujet de la cybersécurité. Et comme il est vaste et crucial, nous y consacrerons l'intégralité de notre prochain épisode. D'ici là, codez bien et pensez à l'humain derrière l'écran.